Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission version originale. C'est l'émission de décryptage des faits actuels. Et l'actualité ces derniers jours focalise les attentions sur deux concepts essentiels au développement, la justice et les droits de l'homme. De la polémique que cristallise la condamnation de Sébastien Yavon à l'idée de la création même de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme en passant par l'arsenal juridique qui existe pour connaître de ces dossiers, eh bien il y a matière à se demander si l'universalité et l'inaliénabilité des droits de tout être humain demeure un principe respecté de tous et partout ailleurs. Le respect des droits de l'homme au Bénin et dans le monde, voilà le thème principal au cœur de cette émission à laquelle justement nous avons invité pour vous un activiste juridique, on va dire plutôt un juriste activiste. Serge Prince Agbodian, bonjour. Bonjour, cher ami de la radio, de la télévision TVC. Bonjour à tous les téléspectateurs qui nous accompagnent dans cette émission. Et je voudrais vous saluer pour cette invitation, surtout que c'est un plateau qui est fait pour les droits de l'homme. Exactement. Donc, essentiellement pour les droits de l'homme aujourd'hui. Donc, on voudrait personnellement vous remercier, pourquoi pas même la coalition que j'anime, vous remercier pour ce plateau que vous nous offrez pour parler des droits de l'homme au Bénin et pourquoi pas dans le monde. Alors, juriste activiste, cela signifie que vous êtes un engagé des questions juridiques, oui, un militant des droits de l'homme sous toutes ses formes. Oui. Et à ce titre, vous avez d'ailleurs, on connaît votre proactivité dans ce sens. Vous avez formulé beaucoup de recours, notamment en direction de la Cour constitutionnelle. Certains ont prospéré, d'autres non. Qu'est-ce que tout cela vous fait? Non, vous savez, le Bénin a innové et on le verra aussi au cours de l'émission. Le Bénin a innové et a donné des moyens aux citoyens de jouer leur rôle de veille citoyenne. Et parmi les moyens, vous avez cette extraordinaire possibilité qu'offre la Constitution à travers son article 3 et 114 de permettre à ce que les citoyens puissent saisir directement la Cour constitutionnelle. Ce n'est pas quelque chose de simple, c'est quelque chose de vraiment exceptionnel puisque les autres pays ont commencé à faire la démarche comme nous. Prudemment, par exemple, la France a commencé par les questions prioritaires de constitutionnalité qui sont des réformes qui sont venues après nous. Et donc, avec ce plateau, avec cette possibilité que le constituant du 11 décembre 1990 a donné aux citoyens, moi, j'ai trouvé pertinent de beaucoup plus utiliser ce moyen pour faire entendre la question, les problématiques. Alors, en saisissant une juridiction de manière générale, on a comme objectif aussi de réussir les recours. Mais on a aussi l'objectif d'écrire l'histoire. D'écrire l'histoire parce que l'issue de la décision, pour moi, n'est pas essentielle. Si l'issue amène à régler le problème, j'en suis heureux. Mais si l'issue je n'ai pas raison, je suis heureux aussi parce que ça permet de poser la problématique, de montrer la position de la structure ou de l'institution sur le sujet. Et vous ne partez pas toujours pour gagner. Non, non, non. Je pose le problème et il y a beaucoup de problèmes qui sont posés à travers le recours et on voit la position de l'institution, notamment de la Cour constitutionnelle. Et ce qui est heureux, c'est que ces décisions font l'objet d'analyses au-delà de notre pays, au-delà du Bénin. Et donc, il y a des analystes qui commentent ces décisions-là à l'international et qui permettent aujourd'hui d'aider la Cour béninoise à se corriger sur un certain nombre de faits ou de rester dans sa position. Et donc, vous voyez qu'il y a beaucoup d'éléments qui ressortent à travers ces recours et je suis heureux de le faire tout le temps. Je le ferai et tant que le Seigneur me donne le souffle de vie. Parce que c'est une manière pour moi de poser le problème sur la place publique et d'amener les dirigeants à pouvoir régler. Il y a des cas où la Cour donne raison peut-être à celui que j'ai attaqué, mais que cette personne corrige après. Donc, pour moi, c'est l'essentiel. Donc, je crois que les citoyens doivent vraiment, vraiment utiliser cela. Et je suis heureux, on le verra tout à l'heure, que les jeunes, la plupart des jeunes, ont commencé déjà à travailler sur ça et la Cour
pour ce que je sais, commence à avoir beaucoup de recours. Non pas forcément de Serge Prince Approchant, qui est dans la masse aussi, mais beaucoup d'autres jeunes aussi qui s'essayent à pouvoir poser les problèmes. Et c'est à l'actif de notre pays. Sur la question que deviennent ces décisions prises par la Cour constitutionnelle, eh bien, c'est une autre paire de manches, un autre combat. Forcément. Et ça a fait l'objet de beaucoup de réflexions. Hein. L'exécution des décisions de la haute juridiction, ça fait l'objet de beaucoup de réflexions. Mais moi, j'ai toujours eu en esprit que, et c'est d'ailleurs ce que je vois dans la charpente de notre Constitution, c'est une Constitution pour un État civilisé. Je le dis souvent, un État civilisé avec des gens qui se donnent la limite de pouvoir faire ce qu'il doit faire en tenant compte. Une constitution bien structurée, oui, qui est cohérente, mais qui laisse chacun dans sa responsabilité. Parce que si vous voyez l'application des décisions telles que c'est renforcé dans la Constitution, vous avez l'article qui dit que les décisions de la Cour sont sans recours. Vous allez dans la loi organique de la Cour constitutionnelle, vous verrez qu'il est dit que ça doit être exécuté avec diligence. Vous allez encore dans le règlement intérieur de la Cour, vous avez les conditions même de l'exécution. Donc, si on refuse de l'exécuter, ce n'est pas la loi, ce n'est pas la décision, parce qu'on suppose que tous les Béninois sont dans cet idéal-là d'aller dans le sens d'un compromis créé depuis 1990. C'est important que les Béninois comprennent cela, parce que y a des débats qui se font aujourd'hui où on estime, je dirais à tort, vraiment à tort, que on a assez fait des droits de l'homme, on a assez parlé, il faut faire l'économie, il faut faire l'économie. Donc, on nous donne des exemples d'autres pays, on va même jusqu'à donner des exemples de la Chine, on donne des exemples du Rwanda, on dit que ces pays se sont développés. Mais ce que les Béninois, ceux-là qui le disent ne prennent pas en compte, c'est que chaque peuple a son histoire. Et chaque pays, justement, a son histoire. À cette particularité. Oui, et nous, au Bénin, nous avons fait un choix. Nous avons fait un choix qui nous permet aujourd'hui de dire que c'est le choix salutaire. On en reviendra dans le débat. Exactement. Puisque nous allons aborder ces questions. C'est un choix parce que nous avons connu tout. Dans l'histoire politique du Bénin, nous avons connu tout ce qu'il faut comme régime. Nous avons connu des régimes où le peuple n'avait pas raison d'être. Hein. Vous avez des moments, si vous prenez par exemple de la Constitution de 1959 jusqu'à la Constitution du 11 décembre 1990, en passant par la charte du 1er septembre 1966, qui est une charte de militaire, hein. C'est une charte de général de Gaulle. Vous lirez que à l'article 3 d'un militaire, que la République du Dahomey garantit les libertés fondamentales, garantit la liberté de parole, garantit la liberté de presse, garantit la liberté de réunion, d'association, de cortège et de manifestation. C'est un militaire qui l'a dit en 1966. Et si vous revenez, vous aurez la loi fondamentale qui dit le contraire, qui dit que l'État, bien sûr à l'article 9, vous lirez dans la loi fondamentale que l'État défend le régime révolutionnaire. C'est dans notre constitution de la loi fondamentale hein, que l'État défend le régime révolutionnaire contre tous les ennemis du peuple, de l'intérieur comme de l'extérieur. Ce qui veut dire que dans la Constitution, dans la loi fondamentale de 1977, qui est la loi fondamentale d'ailleurs, on a déjà attribué des ennemis en interne. Et on a fait le combat contre ces ennemis en interne et à l'externe. Mais lorsqu'on a fait tout ça, on a échoué. Et c'est pour ça que le 1990 est arrivé. On a fait tout. Et donc, dire aujourd'hui qu'il y a des niveaux encore nouvelles qui apparaissent, non. Le Bénin a fait un choix. Et le choix du Bénin est clair et net. C'est les libertés fondamentales, les droits de l'homme, la dignité de la personne humaine, la justice.
tous ces trucs se retrouvent dans la Constitution de 1990 et tout à l'heure, lorsque nous allons aborder les questions de droits de l'homme, on va aborder tous plus. ces éléments. Alors, Serge Prince Agbodjian, aussi bien dans cette émission, sur ce plateau, que lors de vos sorties publiques, quand on vous entend et quand on doit faire une comparaison avec le champ lexical de la cuisine, on dirait que si la Constitution était donc une sauce, tous les ingrédients, selon vous, sont dedans pour qu'on ait vraiment une sauce bien succulente. Quoique, et on le sent de plus en plus, qu'une volonté de remise en cause de cette Constitution. Le projet n'a pas encore abouti et vous pensez qu'il faut plutôt, et vous le dites régulièrement, éprouver nos tests. Fondamentalement. On n'a pas encore épuisé nos cartouches. Non, vous savez, nous avons fait, je crois, 28 ans de l'exercice de cette constitution du 11 décembre 1990. 28 ans. Dans l'histoire politique du Bénin, il n'y a aucune constitution qui a eu cette stabilité-là. Aucune. Vous ne trouverez pas. Ce qui veut dire que cette constitution, c'est l'âme du Béninois. C'est l'âme qui fonde notre État. Parce que si ce n'est pas l'âme qui fonde notre État, ce serait parti depuis comme les autres. Mais c'est stable. Donc, on doit déjà se dire, mais qu'est-ce que cette constitution a de particulier, a d'essentiel qui fonde sa résistance? Parce que les constituants de 1990 ont fait l'analyse de tout le parcours dont je vous ai dit. C'est la Constitution elle-même qui résiste. Oui, elle résiste. Vous avez vu cette année, les gens sont allés au bout. Au bout. On était à 2 doigts. À 2 doigts, mais ça a échoué. Et ce sont les hommes qui ont voté. Oui, justement, parce que le mécanisme de la Constitution du 11 décembre n'a jamais prévu un mécanisme de forcing. C'est un mécanisme de consensus. Vous devrez vous entendre dans la grande majorité pour bouger les choses. C'est essentiel. Si vous forcez, vous n'allez pas atteindre l'objectif. C'est clair, c'est le mécanisme qui est comme ça. Et si on ne sait pas faire, on va démonter cette constitution, bien qu'elle soit là, on va démonter par des comportements qui amèneront à faire le contraire de la Constitution. Et donc, c'est là où les questions des droits de l'homme reviennent. Et pour dire qu'on n'a suffisamment pas éprouvé la Constitution. Il y a des tests d'application, je vous le dis, ça va vous surprendre, des tests d'application prévus par cette Constitution de 1990 qui ne sont pas pris. Je n'ose pas appeler des tests, il y a des tests graves qui ne sont pas pris. Alors, vous parlez de la résistance de la Constitution elle-même dans ce qu'on va appeler, disons, la procédure de sa propre révision. Il faut forcément aller à un consensus pour réellement réviser. On sait qu'après l'échec de faire réviser cette Constitution à l'Assemblée nationale, la voie référendaire s'offrait à notre pays. Le chef de l'État a coupé court en refusant d'aller à ce référendum. On aurait échoué, la Constitution aurait pu résister si on était allé à ce référendum? Puisque le peuple allait apprécier. Le peuple allait apprécier. Il aurait pu dire oui aussi. Oui, personne n'imagine ce que le peuple va dire. Personne. Et c'est ça qui fonde les difficultés du pays. Vous savez, et on va aussi l'aborder tout à l'heure, l'un des pans de notre démocratie, c'est le Parlement, c'est l'Assemblée nationale. Et la Constitution dit, à travers l'article 3, je crois, que nous avons la souveraineté s'exerce à travers des représentants, qui sont des parlementaires, par exemple. Mais vous verrez, à la suite de l'émission, que nous n'avons pas, et les députés n'ont pas encore ce mécanisme de savoir ce que veut le peuple. On n'a pas le mécanisme. Ailleurs, il y a des mécanismes qui existent. Il y a des structures officielles de sondage qui donnent leur position, qui donnent la position du peuple, en tout cas de la grande majorité du peuple, et c'est professionnel. Ce n'est pas quelque chose qu'on invente quelque part. On fait des études, on donne la vision de la population, la vision du peuple sur un certain nombre d'éléments qui permet aux députés de s'orienter, de savoir réellement ce que veut leur peuple. Aujourd'hui, les députés disent qu'ils représentent le peuple, ils disent et ils affirment qu'ils sont
en connexion avec le peuple, et le peuple lui dit non, moi je ne les connais pas. Et le diagnostic est fait, vous verrez bien, le diagnostic est fait, qu'aujourd'hui, il y a une nécessité de réconcilier nos députés avec le peuple. C'est tout un chapitre, hein, tout un débat, beaucoup de livres, beaucoup de réflexions là-dessus, parce que là, c'est tout le principe de la démocratie, à savoir le pouvoir du peuple par le peuple, et pour le peuple qui est aujourd'hui, remis en jeu. Comment nous arrivons à savoir ce que le peuple veut? Mais c'est il y a pas on le fait au cours des élections. Oui, c'est justement au cours des élections. Et vous avez toujours vu la réaction du peuple béninois. Je dirais que c'est une violation violente que le peuple, à chaque fois aux élections. Vous avez un peuple qui réagit, qui sanctionne pour la plupart du temps, qui refuse un certain nombre de choses qu'on aurait dû identifier. Qui ne construit pas forcément. Oui, bon, le peuple, c'est le peuple. Hein. Le peuple sanctionne et en sanctionnant, fait venir de nouveaux dirigeants. Mais nous constatons, parce qu'il n'y a pas un lien de l'écouter. Et la sanction se fait malheureusement à la fin du procédure. C'est ce qui fait le désenchantement juste après l'élection d'un chef d'État. Oui. Là, je fais un glissement. Rapidement, on se sent qu'il y a quand même une sorte de désamour entre le peuple et ce nouveau dirigeant. Presque plébiscité. Oui, parce qu'on n'a pas de mécanisme pour pouvoir écouter le peuple. Et le peuple s'écoute. Il y a des signes que le peuple exprime. On ne peut pas dire aujourd'hui, si vous regardez comment le pays fonctionne et comment les gens parlent, comment les gens se comportent, qu'il n'y a pas un signal que le peuple est en train de donner. On va résister à ces signaux-là et on va aux élections, on est surpris de ce que le peuple a exprimé. Et donc je dis que nous n'avons pas encore des outils pour accompagner notre constitution pour atteindre ces objectifs. Et tant que nous n'allons pas professionnaliser cela et que les hommes politiques ne vont pas prendre conscience de la situation pour savoir qu'en réalité, ils sont des représentants du peuple et non pas le peuple. Et ça, c'est le procès Maurice Aranjo qui l'a souvent dit à mes côtés lorsque je parle avec lui dans des émissions, dans des forats. Il a toujours tendance à dire, et ça je le salue même s'il est à la maison aujourd'hui, que attention mon fils, les députés de notre pays sont des représentants du peuple, mais ils ne sont pas le peuple. Ils ne sont pas l'émanation du peuple. Ils ne sont pas le peuple. Ils peuvent prendre des initiatives, c'est vrai, mais ils ne peuvent pas s'arroger le peuple, le pouvoir, la souveraineté du peuple. Parce qu'ils nous représentent. Quelqu'un qui représente ne peut pas dire qu'il est toi. Non. Alors, donc, pour dire que notre constitution du 11 décembre, 28 ans à l'exercice, on ne peut pas dire qu'il n'y a rien à faire là-dessus. C'est sûr, il y a des choses à faire parce qu'il y a de nouvelles technologies, il y a des évolutions. Mais pour le faire, on ne peut le faire que dans un consensus avec une certaine l'enthousiasme que nous avons dans un mouvement d'ensemble général. Ce qui est intéressant, rien que votre présentation nous permet déjà d'être dans le vif du sujet. On parle de la Constitution, on parlera donc des sages à la Cour constitutionnelle qui ont innové dans la pratique de recours. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, c'est des questions... Tout est public désormais. On suit la pertinence de cette réforme. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça ouvre la porte. Tout le monde est à la cour, ça discute. Quelquefois, mais on a tendance à penser que ça discute comme dans les autres tribunaux de la République. Bon, moi, je pense qu'il faut faire cette expérience et l'évaluer. L'évaluer, voir que est-ce que c'est l'essentiel dans le cadre de contrôle de constitutionnalité ou de la préservation des droits humains, etc. Est-ce que c'est l'essentiel? Mais c'est une réforme qui est en cours et ça permet aujourd'hui de discuter, de voir les sages, de poser les problèmes. Et puis bon, on a une forme de discussion qui se fait au niveau de cette juridiction. Est-ce que cette réforme elle est pertinente? Est-ce que ça apporte quelque chose? Etc., etc. Moi, je crois que ce serait prématuré de se prononcer là-dessus sans pouvoir vraiment... Il y a à peine 100 jours que ça a démarré. Il faut aller plus loin pour que nous ayons une réflexion sérieuse pour savoir si ça a été pertinent. Pour voir si c'est un changement qualitatif. Alors, vous êtes également le président de la coalition des défenseurs des droits humains du Bénin. C'est bien cela, une organisation
organisation qui est créée le 20 décembre 2017. Et votre préoccupation, c'est comment mieux protéger ceux qui défendent les droits humains au Bénin. Vous l'avez dit récemment, notamment quand vous rendiez visite au médiateur de la République, c'était le 18 avril de cette année, que ceux-là, donc les défenseurs des droits humains, seraient ou sont donc persécutés, ciblés et traités d'opposants de par leur position ou leur intervention sur le terrain. Alors, c'est quand même un peu paradoxal, non? Non, ce n'est pas paradoxal, c'est notre culture aujourd'hui, c'est la culture béninoise aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'a pas encore un niveau, je dirais, d'appréciation qui nous permet de faire la part des choses et de voir les choses telles que nous devons les voir. C'est normal puisque nous sommes dans un déploiement, dans une évolution. Et donc, le peuple évolue et finalement, on comprendra cela. Aujourd'hui, c'est aussi parce que la position est parfois ambiguë? Non, il n'y a pas de position ambiguë. Moi, j'ai toujours dit qu'il n'y a aucune position ambiguë. Parce que certains pensent, et je dis là encore à tort, et là, les organisations de la société civile ont du travail à faire là-dessus. Certains pensent que lorsque vous êtes organisation de la société civile, vous ne pouvez pas opiner sur les questions politiques, vous ne pouvez pas dire votre point de vue sur les questions politiques. C'est faux. C'est complètement faux. Parce que dans les droits de l'homme, on vous le dira tout à l'heure, dans les droits de l'homme, surtout les droits de la première génération, comme on le dit dans le système des droits humains, il y a les droits civils et politiques. Les droits civils et politiques, c'est des droits de l'homme, c'est les droits de la première génération. Et donc, le défenseur des droits humains ou l'organisation de la société civile qui décide de faire son travail et qui a comme rubrique les droits civils et politiques, doivent parler de droits civils et politiques. C'est normal. Lorsqu'on veut parler des élections, c'est un droit de l'homme. Droit d'élire, c'est un droit de l'homme. Et si vous lisez l'article 6 de notre Constitution, c'est bien dedans. Neutralité totale, compromise. Comment on peut parler sur les élections et être neutre? Mais on prend position. Mais c'est ça, les droits de l'homme. Ou un autre candidat? C'est nous qui voyons les candidats. C'est nous qui voyons les candidats. Nous voyons les organisations de la société civile qui sont dans ce domaine-là prennent position sur un sujet. Et vous allez voir, il y a eu des exemples. Lorsque, par exemple, on est arrivé à la modification du code électoral, mais la plateforme de la société civile en charge des élections s'est positionnée radicalement sur le sujet, a dit, nous ne sommes pas pour l'augmentation de la caution aux élections. Nous ne sommes pas pour ci, nous ne sommes pas pour ça. Ils ont donné des arguments, ils ont donné leurs documents. Alors, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Vous défendez une cause, un principe, et certains acteurs politiques se retrouvent dedans? Ah, mais ils sont chacun dans son rôle. La différence qu'il faut que les gens comprennent, c'est que les organisations de la société civile n'ont pas le droit d'exercer le pouvoir politique. Ce n'est pas possible. Si vous êtes organisation de la société civile et que vous voulez migrer vers la politique, donc exercer la politique, jouer votre rôle de politique, vous cessez d'être organisation de la société civile. Et les gens l'ont fait. Nous avons connu des gens qui étaient des acteurs de la société civile, mais aujourd'hui, qui sont des politiques. La seule différence, c'est que nous sommes à un niveau de culture où, justement, lorsque nous avons des convictions en tant que société civile et que par hasard nous acceptons d'aller vers la politique, les convictions ne doivent pas disparaître. C'est le principe général. Mais nous avons des exemples qui montrent que quelquefois, la conviction change compte tenu de l'environnement dans lequel ils sont. Moi, je ne prends pas ça comme drame parce que ce qu'ils vivent, nous, on ne sait pas. Et ils savent ce qu'ils vivent. Seulement, c'est pour un peuple quelque chose de choquant. Lorsque vous dites que vous défendez une conviction, on vous a vu là-dessus tout le temps, et qu'après, vous rentrez en acteur et que cette conviction disparaît, acceptez aussi que ceux qui vous ont écouté ne soient pas d'accord, que vous changez. Et donc ça, c'est aussi le droit à la différence. C'est aussi la liberté d'expression. C'est aussi le respect de la contradiction. Mais qu'est-ce qui se passe quelquefois? Lorsque vous appréciez cela, en tenant compte de ça, ben on trouve que vous faites trop, que vous êtes opposant, que vous êtes... Mais de toutes les façons, ces questions-là sont des questions
basiques qui reviennent toujours moi. J'ai été toujours traité d'opposant de tout le monde. Aujourd'hui, on me traitera encore d'opposant. Au fil des régimes, Et puis, d'ailleurs. dès qu'un autre va revenir encore, ceux qui me traitent d'opposant aujourd'hui vont me dire, ah Serge, c'est très intéressant ce que tu fais. Et puis c'est comme ça. Moi, j'ai vu des gens du gouvernement de Yahi qui me combattaient dans mes positions, qui sont devenus aujourd'hui des gens qui disent, ah Serge, c'est très bien ce que tu es en train de faire. Alors qu'il y a quelques années, ils étaient contre cela. Vous êtes dans un métier, si je peux le dire, Oui, donc, de contre-pouvoir en réalité. En tout cas, pour le défenseur des droits humains, son seul objectif, c'est d'éviter qu'il y ait l'atteinte des droits de l'homme. C'est d'éviter qu'il y ait des possibilités où la dignité humaine est mise en cause. Et ce n'est pas la tasse de thé des dirigeants, aussi bien au Bénin, en Afrique qu'ailleurs. Ce qui est également souvent au cœur de la polémique, c'est votre proximité, vous et d'autres défenseurs des droits de l'homme, puisqu'ils sont menacés, vous dites. Et c'est pour ça que vous battez d'ailleurs avec des acteurs politiques. Pour votre cas, on va le dire tout à l'heure, quand on va évoquer le cas Criette, le cas condamnation Sébastien Adjavon, votre proximité avec cet homme d'affaires et acteur politique. Vous voyez déjà, je dis homme d'affaires avant de dire acteur politique. Oui, c'est des éléments à ne pas prendre en considération. Non, c'est complètement de la fausseté. Ça ne tient en rien. Avant, et ça, je suis heureux de le dire, au moment où je faisais mon travail de droit de l'hommiste, de rappel des principes des droits de l'homme, on me taxait de très proche du président Talon. On me le disait, on me disait tout, montrant que j'étais proche de quelqu'un. Aujourd'hui, on dira ça vous créait des problèmes, forcément. Non, moi, sur le plan idéologique. Puisque je sais à mon âme et conscience. Travesti, non, puisque je sais à mon âme et conscience que je n'ai rien à cirer avec un politicien, je ne connais pas en dehors des personnes que je vois, avec qui je travaille, et le président Adjavon, il est président du patronat. Moi, je suis membre du patronat parce que je suis dans une société qui est membre du patronat. Si c'est cela qui appelle proximité, c'est tant pis pour ceux qui y pensent. De toutes les façons, ça n'empêcherait pas Serge Prince Aboujan de dire ce qui est par rapport aux questions de droits de l'homme. Moi, je trouve que c'est des préjugés inutiles qui n'ont aucun intérêt, puisque aujourd'hui, aucune chapelle politique, je le dis publiquement ici, devant tout le monde, qu'aucune chapelle politique ne peut dire que Serge Prince Aboujan est avec lui ou est contre lui, c'est tant pis, c'est leur logique, c'est leur manière de voir les choses. Moi, je fonctionne, je sais. Un jour, ceux qui disaient en tant que j'étais proche du président Talon et qui aujourd'hui sont de l'autre côté se sont rendus compte que Serge Prince n'est pas proche du président Talon. Ceux qui le disent encore aujourd'hui, qui sont proches de ci et de ça, ils comprendront que Serge Prince a un objectif qui est de respecter les droits de l'homme et il fonctionne par rapport à cela. Vous pouvez être son père, vous pouvez être sa mère et ceux qui sont de ma famille le savent très bien. Si je trouve que ce que vous êtes en train de dire n'est pas juste, je le dis. Je le dis et je m'explique. Si vous me convainquez que ce que vous êtes en train de faire est bon, je me tais. Et si vous me dites que vous ne me convainquez pas, je continue de penser que c'est ce que je dis qui est juste. Voilà. Et jusqu'au moment où on comprendra que c'est ce que je dis qui est juste. Et ça, c'est un principe que vous défendez. Et je resterai tant que je souffrirai, ce que je serai dans la vie, avec tous les problèmes que ça donne, je resterai toujours sur ce que je pense qui est juste. Maintenant, mon cher ami, tu peux ne pas être d'accord. Tu peux ne pas être d'accord avec moi, mais ça n'empêche pas que nous soyons des amis. Malheureusement, dans ce pays aussi, le débat sur des questions de principe amène même la division de famille. C'est ça qui montre que la culture démocratique n'est pas encore avancée chez nous. Il y a des gens qui ne comprennent pas que je sois contre leur position. Ou culture des gens, oui, ça reste. À l'éducation également. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Il va falloir que les gens comprennent que la démocratie, c'est le droit à la différence, le droit de permettre à l'autre de s'exprimer. Même si vous n'êtes pas d'accord avec lui, vous l'écoutez. Parce que dans ce qu'il est en train de dire, vous pouvez tirer des leçons. Lorsque vous fermez les oreilles, vous fermez les yeux et vous ne voyez absolument rien, vous vous rendrez compte à la fin
que vous avez tort et c'est déjà trop tard. Alors que ceux-là qui ont le courage de vous dire que ça, ce n'est pas bon, vous pouvez mieux les écouter. Et moi, dans cette expérience-là, j'ai toujours admiré le président Kérékou, bien qu'il soit quelqu'un qui a piloté la loi fondamentale pour devenir brutalement aussi démocrate. C'est quelqu'un qui va vers ceux qui disent des choses qui ne sont pas justes. Moi, j'ai vu des jeunes, la première fois où Madame Élise Guédo, les Christian Laïndé sont rentrés au gouvernement, c'est parce qu'ils sont allés lui dire des choses qui n'étaient pas du tout bien à voir, bien à accepter. Il les a mis à l'épreuve. Il les a mis à l'épreuve. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est toute la question. Est-ce que nous écoutons? Est-ce que nous écoutons? Est-ce que nous apprécions? Même si on n'est pas d'accord, est-ce que nous pouvons écouter? C'est là l'essentiel. Et ça, c'est des questions des droits de l'homme. Voilà, M. Prince Agbodian, votre présentation nous a permis de faire un tour global de la question. On va aborder maintenant des spécificités. C'est une émission interactive. Vous êtes regardé à la télévision TVC Bénin, mais également écouté à la radio, Radio Carrefour. Des citoyens peuvent envoyer leurs préoccupations sous forme de messages. Ils connaissent très bien le numéro 95 81 04 74 95 81 04 74 où ils envoient leurs messages sur notre page Facebook. Alors, on va aller en profondeur, mais également, on va faire du cas par cas. Mais avant, on part de cette question d'actualité. Qu'étiez-vous allé dire au président de la Cour constitutionnelle le mercredi 17 octobre dernier? Merci. J'ai comme l'impression, et ça je vous félicite, que vous avez un suivi spécial par rapport aux activités de la coalition des défenseurs des droits humains. Je vous en remercie d'ailleurs pour ça. C'est vrai qu'il y a un an, nous avons mis en place cette coalition. On était les derniers à mettre en place cette coalition, alors même que celle qui a poussé au niveau de la région, au niveau de l'Afrique, cette coalition, c'est notre aîné Maître Alapini Gansouren qui se retrouve juge à la Cour, à la CPI aujourd'hui, qui a été rapporteur spécial des questions des droits des défenseurs des droits humains, que je salue d'ailleurs par cette occasion, qui a vraiment aidé à ce que les coalitions se mettent en place. Malheureusement, le Bénin, son pays, était le dernier des pays à pouvoir mettre en place cette coalition, ce que nous avons fait. Et les collègues ont choisi, ont décidé que ce soit le petit Serge Prince qui anime cette coalition. Et c'est dans ce cadre-là que nous allons faire des démarches pour pouvoir rencontrer les autorités. Vous l'avez constaté tout à l'heure, vous l'avez d'ailleurs lu. Nous avons vu le médiateur, nous avons vu beaucoup d'autorités. Hein. Nous avons fait le tour pour expliquer la situation des défenseurs des droits humains au Bénin et puis discuter sur les perspectives de la coalition. Et dans cet ordre, nous avons déjà rencontré le ministre garde des Sceaux qui était le 4 mai de cette année, le professeur Joseph Derbenou, qui avait échangé déjà avec nous et on avait énuméré un certain nombre de situations qui, en tant que garde des Sceaux, qui devraient avoir un suivi dans l'évolution. Et par la force des choses, nous l'avons retrouvé à la Cour constitutionnelle en tant que président de cette Cour. Donc il était de notre devoir aussi d'aller le saluer dans ses fonctions, ce que nous avons fait la dernière fois seulement, et repréciser un certain nombre de choses. Alors, ce que nous disons lorsque nous partons de manière globale, et précisément avec le président de la Cour constitutionnelle, c'est de faire l'état de la situation des défenseurs des droits humains. Alors, les défenseurs des droits humains, c'est des personnes qui individuellement ou en organisation, défendent des principes, les droits fondamentaux, chacun à son niveau. Donc le défenseur, c'est quelqu'un qui, comme les personnes qui alertent, qui dénoncent, qui disent que ce qui se fait là, ce n'est pas bon. Et qui s'appuie sur les instruments juridiques qui existent, qu'internationaux. Alors, ces personnes, lorsqu'ils sont dans l'exercice de leur mission, de leur fonction, vivent des difficultés graves. Et nous avons constaté, et ça je l'ai dit, que si nous regardons de manière globale ce qui se fait par rapport aux défenseurs,
on doit être très alarmiste et très inquiet sur le plan mondial. Parce que vous avez des assassinats des défenseurs des droits humains, vous avez des arrestations, je dirais, arbitraires, des exécutions sommaires. Vous avez un certain nombre de situations qui inquiètent au niveau international par rapport aux défenseurs des droits humains. Je vous donne un cas. Un jeune collègue d'une coalition d'un pays proche qui défendait, s'il vous plaît, la modification constitutionnelle et qui permettait à un président d'exercice qui a fini de faire ses 2 mandats de refaire un 3e. Et donc, lui, il a pris comme option de sensibiliser, de lutter contre cette réforme-là et jusqu'au bout. Après les nombreuses arrestations qu'on a eu à faire de lui, je parle bien d'un jeune collègue, on a arrêté, il ressort, il continue sa mission. Vous savez, la dernière fois, ce qu'on lui a fait, il était chez lui, seul à la maison, puisqu'il c'est un jeune, il n'a pas de famille avec lui. Les gens sont venus tout fermer, il dormait, les gens sont venus tout fermer, tout, et ils ont mis le feu. Et il a été tué dans le feu. Voilà des situations que vivent les défenseurs des droits humains. Parce que je défends les droits humains, on peut me tuer de la sorte. Et je disais que lorsque nous voyons ces tableaux-là dans les pays d'Afrique, dans certains pays du monde, et que nous revenons dans notre pays, on peut dire que ce n'est pas alarmant comme ça. Les défenseurs du Bénin ne vivent pas encore dans une situation de crainte aussi grave. Nous avons des tentatives. Et c'est justement sur ça que nous parlons. Nous sommes dans une position de prévenir. Parce que nous ne vivons pas ces cas. Les quelques cas où on a tenté d'assassiner au Bénin des défenseurs, c'est le cas de notre confrère, de notre frère Assogbal Cray, qui aujourd'hui, le dossier n'a pas évolué et ça fait partie des tâches que nous avons parce que lorsque la déclaration des droits, la déclaration de la protection des défenseurs des droits humains dit qu'il faut protéger les défenseurs, l'obligation de l'État aussi, c'est de faire en sorte que s'il y a des situations que les défenseurs vivent, d'aller dans la procédure rapidement et de clarifier la procédure. Parce que le défenseur, c'est aussi un citoyen. Il peut aller faire des actes, il peut aller poser des actes qui vont amener une réaction contre sa personne. Et on ne va pas dire, parce que tu es défenseur, tu vas aller détourner, ou tu vas aller voler, ou tu vas aller faire des choses qui ne sont pas compréhensibles et que les gens règlent les comptes, alors que ce n'est même pas normal, que tu te caches derrière le principe de défenseur pour pouvoir te justifier. Non. L'État a l'obligation de clarifier la situation et de pousser la justice à pouvoir aller au bout de la procédure. Malheureusement, pour le cas de M. Assogbal, nous n'avons pas encore eu la suite pour savoir concrètement, même si les indicateurs sont là qui montrent que forcément c'est dans l'exercice de sa mission qu'on a voulu l'assassiner, mais nous sommes là et nous attendons et la coalition pousse. Alors nous avons rappelé cette situation-là au président de la Cour constitutionnelle, surtout parce que la Cour constitutionnelle, selon l'article 114 de notre Constitution, est la gardienne des droits fondamentaux et des libertés publiques. Donc, si le gardien ne prend pas conscience du fait qu'on doit respecter, on doit protéger les droits de l'homme, on doit respecter les défenseurs des droits humains, ce serait dangereux. C'est pour ça que nous l'avons précisé. Et ensuite, il y avait un projet qui est en cours et qui est un projet important pour la coalition, qui est la loi sur les défenseurs des droits humains. Vous savez, la déclaration des Nations Unies sur la protection des droits des défenseurs, des droits des défenseurs, a dit que tous les pays doivent interner, de faire l'internalisation de la loi dans leur pays. Le Bénin traîne encore. Nous avons la Côte d'Ivoire dans notre région. Vous avez la Côte d'Ivoire qui a déjà voté sa loi. Vous avez le Burkina Faso qui a déjà voté sa loi. Vous avez le Mali qui a déjà voté sa loi. Et le Bénin n'a toujours pas de loi. Et nous, au niveau du groupe de la coalition, et appuyé par des groupes de travail que pilote vraiment avec nous Amnesty International Bénin, que nous saluons Changement Social, tous ces groupements-là, on a mis en place un groupe de travail qui a fait un projet, un avant-projet de test que nous avons eu l'honneur de prévalider la dernière fois au CODIAM
et qui est dans le pipeline pour permettre au gouvernement de faire le choix ou l'Assemblée nationale de faire le choix de quel type de loi il faut, si c'est une proposition, si c'est un projet Et à de la loi. date d'aujourd'hui, c'est à quel niveau Aujourd'hui, dans le nous circuit? avons, à la suite de notre atelier de prévalidation, où on avait beaucoup d'experts, nous avons eu même l'honneur de recevoir ici au Bénin le président de la coalition togolaise des défenseurs des droits humains qui est venu nous appuyer ici par rapport à ce travail. Nous avons eu Parce la que le joie... Togo est en avance. Non, non, le Togo n'a pas sa loi, mais la coalition togolaise travaille fortement parce que le contexte togolais est encore plus difficile que notre contexte, travaille fortement pour appuyer tous les pays de la sous-région pour avancer dedans, ce qui leur permettrait d'être aussi dans la mouvance. Mais eux, ils sont venus nous dire leur vision par rapport à la loi sur laquelle ils sont en train de réfléchir. Eux, beaucoup plus, ils ont beaucoup travaillé sur la déclaration des Nations Unies sur la protection des droits humains. Il est venu nous partager cela. Nous étions heureux d'accueillir aussi au cours de ce séminaire la directrice des droits de l'homme qui était avec nous pour pouvoir travailler sur la question. La chaire UNESCO, oui, la chaire UNESCO y était, donc il y avait beaucoup de partenaires et il a été retenu quelques amendements à cet avant-projet, mais le projet a été adopté et aujourd'hui on intégrera les amendements et puis on va envoyer cela au gouvernement pour que le travail se fasse. Donc nous avons rappelé tout ça. Nous avons l'intention dans les jours qui viennent aussi de rencontrer le nouveau ministre de Garde des Sceaux pour rappeler ces questions-là avec lui et pour permettre à ce que le Bénin aussi, franchement, puisse se doter de cette loi parce que c'est une loi qui donne de crédibilité aux États en ce qui concerne vraiment la protection des défenseurs des droits humains. Les défenseurs des droits humains au Bénin ne sont pas dans une situation d'alarme où ils sont menacés. Mais au Bénin, il y a des vérités. Il y a des vérités. Vous savez qu'on peut te salir sur les réseaux sociaux. On peut te dire plein de choses sur les réseaux sociaux. Le numérique, vous pouvez vous saisir de cette loi-là. Est-ce qu'aujourd'hui les défenseurs des droits humains, est-ce que nous travaillons pour que les défenseurs des droits humains soient dans leurs droits? C'est une question que Mark Collins a abordée en disant que les droits de l'homme sont une chose avec laquelle nous naissons. Donc aujourd'hui, tout le monde vit les droits de l'homme. Si vous combattez les défenseurs des droits de l'homme, vous vous combattez vous-même, puisque les droits de l'homme sont une chose avec laquelle nous naissons. Puisque tu es personne humaine, tu es fondamentalement avec les droits de l'homme. C'est des droits fondamentaux inhérents à la personne humaine. Et donc, dès lors que tu es un homme, tu as les droits de l'homme à sauvegarder. Et donc, si tu combats les droits de l'homme, les défenseurs des droits de l'homme, mais tu te combats toi seul. Alors, ça dépend de la position qu'on occupe dans ce sens-là. Donc, votre ambition, on comprend, c'est améliorer le cadre juridique, mais également beaucoup former et beaucoup sensibiliser sur la question. Quand on voit les relations conflictuelles qu'il y a entre les dirigeants et les défenseurs, justement, des droits de l'homme, est-ce que ce n'est pas... On se pose justement cette question, ce n'est pas l'ambiguïté qu'il y a autour de la, disons, définition conceptuelle. Nous avons deux vocables, droit et homme, mais ça allait plus profond que cela, qu'une définition simple de droit des hommes. Non, ce n'est pas compliqué du tout. Ce n'est pas compliqué. Nous avons déjà eu un grand philosophe qui l'a déjà dit, que tout homme qui a le pouvoir cherche à en abuser. Et que le pouvoir, les choses doivent se passer de telle sorte que le pouvoir doit contrôler le pouvoir. C'est depuis 1937 que ces choses-là ont été dites. Parce que, M. Rundefa, lorsque vous avez un pouvoir, si on ne vous limite pas, vous n'allez même pas savoir quand vous êtes en train d'abuser. C'est-à-dire que l'abus du pouvoir qui amène le contrôle, qui amène... des droits de l'homme. Oui, parce que lorsque tu veux forcément qu'on t'écoute et que ce soit toi seul qui parle, et que ceux-là qui vont parler après et qui ne vont pas dire ce que tu veux sont des gens à combattre, tu viens les droits de l'homme. Puisque dans les droits de l'homme, dans le droit inhérent à la personne, dès que tu es né avec la parole. Vous savez, il y a un symbole que moi je retrouve toujours.
Lorsque on naît, un bébé naît, qu'est-ce qu'on veut de l'enfant? Qu'il crie la parole. Et lorsque le bébé ne crie pas, on s'inquiète, on le frappe, on le tape, on veut qu'il parle parce que c'est la parole. On vient avec. Mais lorsque nous sommes dans un système où on dit cette parole-là, il faut la fermer, cette parole qui vient de Dieu, qui vient du fait que tu es né, qui vient d'un éternel que chacun connaît, mais là, on a des problèmes. C'est pour ça que le défenseur des droits humains, le défenseur des droits de l'homme, c'est quelqu'un qui doit apparaître toujours comme quelqu'un qui ne suit rien dans la société. Parce que lui... Qui dérange? Oui, qui dérange. Et d'ailleurs, la définition des droits de l'homme, la définition classique, je ne vais pas me mettre à citer des définitions plus techniques. La définition des droits de l'homme, c'est des garanties juridiques universelles qui protègent les individus et les groupes contre tous les actes des gouvernements qui portent atteinte à leur liberté fondamentale, à leur dignité. Les droits de l'homme obligent les gouvernants et les gouvernements à faire certaines choses et les empêchent d'en faire d'autres. Et ça, c'est une définition classique. Et c'est une définition que nous retrouvons partout. Et c'est pour ça que vous verrez que les défenseurs des droits de l'homme sont toujours en difficulté avec les gouvernements. Parce que les gouvernements, en exercice, en étant dans une vision forcément de développement et dans le feu de l'action, eux, ils ne veulent pas voir. Est-ce que ce ne sont pas les langages qui sont différents? Les dirigeants raisonnent en acteurs politiques, ils ont conquis le pouvoir, ils ont une opposition, et les défenseurs des droits de l'homme, finalement, ont des positions qui ne les arrangent pas à maintenir ce pouvoir-là. Mais c'est ça la définition. Maintenir le pouvoir, c'est un fait. C'est un Mais droit aussi. respecter les règles du pouvoir, c'est aussi un fait. Et souvent, les politiques ne comprennent pas qu'il y a des personnes qui disent non. Je vous donne un exemple. Vous décidez de construire une route. Et lorsque vous voulez construire une route, avant la construction de la route, qu'il y a une belle chose pour l'État, qu'il y a une belle chose pour le pays, qui permet même de développer le pays, parce que c'est une route. Mais lorsque vous voulez le faire, vous ne pouvez pas oublier qu'avant que vous n'ayez ce projet, il y a des gens qui avaient leur maison là, qui ont leur titre de propriété. Vous me suivez? Des gens qui ont leur boutique là, qui vivent de la chose que vous voulez briser. Le droit de l'homme vient dire, attention, si vous voulez le faire, c'est bien, c'est d'utilité publique, on vous donne la possibilité de prendre et de le faire. Mais attention, article 22 de la Constitution, le droit de propriété est un droit inaliénable. Si vous voulez prendre, ce serait avant, juste et préalable dédommagement. C'est ça. La Constitution, les textes disent ça. La réalité est juste, tout autre. C'est une voie qui va profiter à tout le monde. On dit, toute personne a droit à la propriété. C'est l'article 22. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et contre juste préalable dédommagement. Lorsque vous avez cette disposition-là qui est claire comme ça, qui fait asseoir le droit de propriété, et qu'un gouvernant, bien qu'il veut bien construire une route pour nous et on est content, on sait que c'est nécessaire, qui commence les travaux sans pouvoir appliquer juste et préalable dédommagement. Le droit de l'homme, le défenseur des droits de l'homme, lui vient dire, attention monsieur, ce que vous voulez faire c'est bien, mais attention, application de l'article 22. Est-ce qu'on va avancer, on va évoluer si on doit respecter tous ces préalables? La construction d'une nation moderne n'existe-t-elle pas la destruction de... Bon, là, il paraphrase Jean Pléa de certaines reliques du passé. Est-ce qu'on peut faire d'omelette sans casser des œufs? Est-ce que la Constitution a refusé de faire la route? Non. La Constitution a dit de faire la route, mais la Constitution a dit qu'il faut dédommager. Parce que, pourquoi? Mais c'est des citoyens qui veulent circuler là-dessus. Exactement. Si on va briser tout le monde... de moyens pour voilà, vous dédommager tel que vous le voulez. L'État dit ça. Ah bon, donc celui-là qui a construit sa maison... l'homme s'interpose. Oui, pour dire, respectons cela, respectons la règle. Et puis, il y a un élément fondamental et qui fait la base de notre pays, qui fait le fondement de notre pays. Le Béninois
a fait un choix. Et si nous voulons diriger les Béninois, nous devons suivre le choix. Vous savez, dans notre constitution, nous avons dit quelle est la condition essentielle pour notre développement. C'est dans la constitution. Vous lirez dans les préambules de la constitution, et je vais le dire, troisième réaffirmant. Troisième réaffirmant, on nous dira, nous, peuple béninois, affirmons solennellement notre détermination par la présente constitution de créer, suivez bien, de créer un état de droit et de démocratie pluraliste dans lequel les droits fondamentaux de l'homme, les libertés publiques, la dignité de la personne humaine et la justice sont garanties, protégées, promues comme conditions nécessaires au développement, véritable et harmonieux de chaque Béninois, tant dans sa dimension temporelle, culturelle que spirituelle. La condition pour le développement du Béninois, tel que nous l'avons opté en 1990, c'est le respect des droits fondamentaux, de la dignité humaine, de la personne humaine et de la justice. C'est dans l'ordre de l'idéal et le défenseur des droits de l'homme est idéaliste. Non, alors, il est praticien. Dans les démocraties, les grandes démocraties, c'est difficile. Il y a toujours des défenseurs des droits de l'homme qui sont à l'alerte, qui attirent l'attention sur tel ou tel dérapage. On peut citer les États-Unis d'Amérique, une grande démocratie, la France, une grande démocratie. Mais la question de défendre des droits de l'homme est toujours dans ces pays, on ne va pas citer donc le Bénin, d'actualité. Oui, parce que le pouvoir exécutif est toujours dans le champ de l'action. De bonne foi, ils veulent développer le pays. De bonne foi, ils veulent laisser l'image, la trace. C'est normal. C'est normal. Mais ça doit se faire dans le cadre législatif. Ça doit se faire selon la règle de l'art. Si, lorsque vous voulez construire une route, vous prenez la peine d'exécuter juste et préalable dédommagement, il n'y aura pas de débat, puisque chacun respectera les règles. Mais lorsque vous décidez de faire ça sans respecter les normes, souffrez que les défenseurs des droits humains qui sont réagissent. Dans l'absolu, est-ce possible? C'est possible, puisque, écoutez, dans notre constitution, il y a toute une cohérence. Il y a toute une cohérence. Vous savez, l'article 68 de la constitution, c'est l'un des articles graves, dans le sens que il dit que nous sommes dans les moments exceptionnels. C'est les mesures exceptionnelles que le chef de l'État peut prendre. L'article dit ceci: lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité du territoire national ou l'exécution des engagements internationaux sont menacées de manière grave et immédiate, et que le fonctionnement régulier des pouvoirs et constitutionnel est menacé ou interrompu, le président de la République, après consultation du président de l'Assemblée nationale et du président de la Cour constitutionnelle, prend en Conseil des ministres les mesures exceptionnelles exigées par les circonstances sans que, c'est ça, sans que les droits des citoyens garantis par la Constitution soient suspendus. Sans que les droits des citoyens garantis par la Constitution soient suspendus. Ce qui veut dire que même à un moment grave, vous avez entendu, 68, où les institutions sont menacées, où le pays est menacé, le président de la République ne peut pas prendre toutes les décisions. Les décisions du président de la République ne peuvent pas suspendre les garanties des citoyens. Mais une constitution qui dit ça met au cœur, les droits fondamentaux, les droits de l'homme, la personne humaine, le respect de la personne humaine. Lorsque on n'intègre pas cela, on va penser qu'on peut faire tout. On ne peut pas faire tout dans une république, et c'est le rôle des défenseurs des droits humains. Lorsque eux, ils apprennent, ils ont le pouvoir de rappeler ces règles-là pour permettre à nos dirigeants d'aller. On dit mollo mollo, doucement. On peut faire, mais on fait ça dans les règles de l'art pour que le pays se développe. De toutes les façons,
nous sommes tous des Béninois. Et le bien du pays, c'est pour nous tous. Et Quelques- donc nous devons quelques libérés. œuvrer, nous devons œuvrer chacun à son niveau pour que les droits de l'homme, qui constituent les éléments qui font notre État, puissent s'asseoir et que chaque gouvernement qui passe puisse se retrouver dans cette logique que la Constitution s'est donnée. Si nous ne sommes pas d'accord, nous rangeons la Constitution. Alors, juste une petite légèreté, telle que libellé, il sera difficile à un défenseur des droits de l'homme et à un président de la République d'être des copains. Ça va être vraiment difficile. Et donc vous comprenez Oui. la bonne guerre qui se fait. Oui, Vous entre les comprenez deux. donc que chaque fois que certains vont parler, on va leur trouver une chapelle politique, on va leur trouver des approches avec un politique. C'est toujours normal. Ça a été toujours comme ça. Et tant que le système va fonctionner comme ça, les défenseurs, moi je pense plutôt qu'au lieu de les prendre comme des adversaires, il faut les prendre, protéger. il faut les protéger parce que c'est eux qui sont dans la lettre. Et sur ce plan, il y a des éléments aussi du côté des défenseurs des droits humains ou de tous ceux-là qui travaillent dans les droits humains. Il faut qu'eux-mêmes se forment. Il faut qu'eux-mêmes connaissent leurs obligations, les limites, les difficultés. Et ça, c'est un chantier que nous avons et qui, aujourd'hui, permet de former, de faire des actions pour davantage sensibiliser. Pour éviter des dérives. Oui. Alors, on va parler tout à l'heure des différentes catégories de droits humains. Cette question de ce citoyen, Félix Akodekpo, qui vous demande si la Constitution prévoit une sanction au gouvernement en exercice en cas de violation des droits de l'homme. Évidemment. Que dit-elle? Là, mais la Constitution a prévu beaucoup de mécanismes. La Constitution du 11 décembre a prévu beaucoup de mécanismes. Premier, la Constitution a fait... Tellement de mécanismes Oui, qui finalement ne sont pas respectés. parce que les hommes, nous sommes face aux hommes. Vous savez, les lois sont ce que les hommes en font. La Constitution du Bénin a prévu tout un mécanisme. Je vous donne. D'abord, la première exigence de la Constitution du Bénin, c'est de dire que le Parlement assure le contrôle de l'action gouvernementale. C'est suffisamment intéressant. Assure le contrôle de l'action gouvernementale. Ce qui veut dire que vous soyez majoritaire, que vous ayez un groupement parlementaire qui est proche du pouvoir et que vraiment vous êtes tous d'accord avec le président, ce qui est quand même dans le principe une petite difficulté, même si dans les démocraties ça arrive que des majorités s'alignent pour accompagner le gouvernement. Vous ne devez pas oublier, vous ne devez pas occulter votre mission de contrôle de l'action gouvernementale. Comment c'est possible, justement? Est-ce que c'est là peut-être l'ambiguïté des tests, non, M. Prince Agbodian? Comment est-ce possible lorsque je soutiens les actions d'un gouvernement, je suis élu député sous la bannière d'un parti politique proche donc, du gouvernement et je me retrouve à l'Assemblée nationale, le gouvernement est là pour faire passer quand même son programme d'action, oui, pour rester collé à l'actualité au Bénin. Je me mets à travers de cette décision parce que la Constitution dit que je suis là pour contrôler les actions du gouvernement. Mon cher ami, lorsque le gouvernement, je donne un exemple, c'est peut-être un exemple pour mieux situer les auditeurs ou les téléspectateurs. Lorsque le gouvernement envoie une loi pour aller tuer ton père, tu es tuer ton père? Oui, ben, il te dit, bon, la décision que nous avons prise, c'est d'acheter un médicament qui va tuer ton père. Ah ben, je vote pas. Ah. Ce qui veut dire que, donc, malgré que tu es supporter du président, malgré que tu es supporter, tu vas dire, ah non, monsieur le président, ça, je ne fais pas voter. Pourquoi extrême, oui, mais pourquoi on ne peut pas considérer les citoyens comme ton père? Pourquoi on ne va pas considérer les citoyens comme ton père et seulement le faire pour ton père? C'est ça. C'est pour aller au-delà. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais que la Constitution, c'est faire pour un pays civilisé. Un pays où les gens sont au-dessus de l'intérêt personnel. C'est un défi dans de toutes les façons, nous avons déjà fait 28 ans. On ne peut plus parler comme si on était enfant. On est à 28 ans de vie démocratique avec la Constitution du 11 décembre. On ne peut pas ne pas appliquer, ne pas aller au-delà de ce que nous avons toujours pensé. Et donc, je disais que les mécanismes existent. Contrôle de l'action gouvernementale, mécanisme, question orale, question écrite. Sans débat ou avec débat. Et lorsqu'on pose des questions... ce sont les opposants qui posent ces questions. Mais ce qui n'est pas normal. Et vous avez vu le rapport que nous avons toujours eu chaque fois. Nous avons toujours appris, et ça c'est le vice-président de l'Assemblée qui l'a toujours dit à chaque vœu, que nous n'avons pas travaillé sur le contrôle, que le gouvernement n'a pas répondu aux questions et que nous n'avons pas eu le débat sur les questions d'actualité.
une Assemblée nationale qui n'arrive pas à trouver un temps pour les débats d'actualité. C'est une Assemblée qui manque son travail à ce niveau. Parce que tous les jours, il y a des questions d'actualité. Et la Constitution met en place un système qui permet de clarifier, de poser les problèmes, de discuter. Ça permet aux citoyens d'être informés. On ne le met pas en place. Mais le Constituant a dit, et c'est même dans la loi organique de l'Assemblée nationale, au règlement intérieur, qui dit que le gouvernement est tenu de répondre. Si le gouvernement ne répond pas dans les 30 jours du dépôt de la question, le gouvernement peut être interpellé à répondre. Et si le gouvernement ne répond pas, mais le président de la République peut être conduit devant la haute cour de justice pour outrage à l'Assemblée. Et donc peut être suspendu de ses fonctions. Mais on a mis ça. Maintenant, si les hommes ne veulent pas l'appliquer, on ne peut pas faire autrement. Vous avez l'impression de prêcher dans le désert. Non, on ne prêche pas, puisqu'ils écoutent. Ils ne veulent pas appliquer. Ah, mais les questions les sanctions sont là. Et on ne l'applique pas. Et ça, c'est le fort du Bénin. Vous savez, le Bénin a toujours étonné dans l'application des tests. Nous avons de meilleurs tests, mais nous refusons d'appliquer. Nous sommes en train de finir la législature, qui va finir en 2019. Vous savez que les députés, certains députés, n'ont pas toujours fait leur déclaration de patrimoine. Des députés n'ont pas fait leur déclaration de patrimoine, alors que c'est une exigence légale. Et sans être inquiété. Voilà. Ce qui veut dire que l'autorité nationale de lutte contre la corruption l'a toujours dénoncé. Ça n'a pas bougé. Et pourtant, il y a des sanctions pour ça. Il y a des sanctions pour ça. Donc, en général, je pense que nous n'avons pas de problème de test. Nous avons les hommes qui doivent appliquer les tests. Et moi, je pense que la première réforme qu'un président doit nous faire, c'est de faire la réforme pour que les tests soient appliqués. Dès qu'on va le faire, vous verrez que le pays va se développer aisément. Il se fait que, aussi bien au Bénin que dans beaucoup de démocraties, les mêmes tas sont dénoncés, les mêmes problèmes reviennent, les mêmes hommes sont là, mais ne veulent pas, sauf dans des pays où, comme l'a dit Barack Obama, il y a des institutions fortes qui encadrent, qui empêchent ces acteurs politiques ou publics de poser tel ou tel acte. Il nous faut peut-être aller dans ce sens. Nous allons évoluer un peu dans le sens des différentes catégories de droits de l'homme. Mais l'idée derrière, c'est d'analyser au Bénin où est-ce qu'on en est, quels sont encore les défis à relever dans ce sens. Nous avons globalement, de manière classique, 4 catégories de droits. Vous avez les droits civils et politiques qui sont de la première génération, la première catégorie. À travers ces droits, vous avez le droit d'élire, le droit, l'inviolabilité de la personne. Le droit d'élire, c'est consacré dans notre Constitution à l'article 8. Le droit, l'inviolabilité de la personne, c'est consacré dans la Constitution à l'article 8. Le droit à la vie, à la liberté, à la sécurité, à l'intégrité de sa personne, vous lirez ça à l'article 15. Vous avez le droit à la justice. Une justice. Article 16, article 17, article 18. Vous avez l'interdiction de la torture. Article 18. Le droit de propriété, nous l'avons parlé, article 22. C'est les droits de la première catégorie. Et ces droits, c'est des droits qu'on dit inhérents à la personne humaine. On vit avec, on a ce droit parce qu'on est personne humaine. À quel niveau nous sommes excellents et à quel niveau nous sommes médiocres? Sur la question, le Bénin avait des acquis. Ça va être difficile pour un défenseur des droits de l'homme de... sur le Bénin. de faire et mention, pour avoir ça, pour avoir très bien, oui. les informations, il y a des éléments d'indicateurs, les indicateurs. Premièrement, c'est les rapports que le Bénin, à la suite des instruments que nous avons ratifiés, présente. Et dans ces rapports, peut-être qu'on va venir, il y a le rapport EPU qui est là maintenant, EPU qui est là, qui a fait des recommandations. Dans ces rapports, nous avons une idée des choses qui ne marchent pas. Ensuite, nous avons les indicateurs qui viennent de la perception des citoyens par rapport au sujet. Et sur ça, ça peut être... la vie des citoyens. Oui, on a des positions, il y a des questions où on voit la position des citoyens par rapport à ça. Et ça, la perception des citoyens, c'est ne pas connaître le Béninois. Le Béninois est un homme épris de justice et de paix. De justice surtout. Observez comment ça se passe dans nos rues.
lorsqu'il y a un accident, ils viennent, il devient arbitre, il commence à dire, toi tu as tort, tu as raison. Mais observez bien qui a tort. C'est toujours le vulnérable. La personne qui n'a pas la force comme l'autre. Ils ne veulent rien comprendre. Ils veulent d'abord parce que toi tu es plus grand, tu n'as pas raison. Et c'est après qu'ils peuvent aller au fond pour dire, mais en fait, toi aussi, mon petit, tu n'avais pas raison. On te défend, d'accord. Oui, le vulnérable. Donc, le sens de la justice pour le Béninois est très élevé. Si on ne l'intègre pas, on ne pourra pas comprendre le comportement du Béninois. Donc, il y a cette perception-là. Maintenant, il y a les pratiques des lois. Il y a les velléités des lois. Et sur cette question, on peut dire qu'il y a eu beaucoup de questions de remise en cause ces derniers temps par rapport aux droits de l'homme. Vous avez vu les nouvelles lois qui sont arrivées. Bien que ces lois-là ont été déclarées conformes à la Constitution, dans l'application, nous voyons les difficultés de ces lois sur le terrain. Parce que vous prenez par exemple le débat qu'on a eu sur le retrait du droit de grève. Si vous voyez le débat qu'on a mené sur le refus du droit de grève et tout ce que ça a donné, vous allez vous demander, mais qu'est-ce qui se passe dans le pays? À chaque cours, finalement, sa compréhension, c'est ce qui se Vous voyez comment il peut y avoir une cohérence dans la tête des citoyens? On a renforcé ce droit. Après, on l'a cassé. Après, on l'a remis. Une autre cour, quelques jours après, l'a remis en cause. Moi, je dis, lorsque c'est comme ça, sur des questions essentielles, il faut consulter le peuple directement pour que l'arbitrage se fasse par le peuple. Référendum. C'est vrai que c'est coûteux. C'est vrai que le politique n'aime pas aller au référendum pour ces cas-là. Mais on doit avoir une possibilité de mettre en place des professionnels pour avoir les visions réelles du peuple sur cette question-là. Donc, il y a une volonté de revoir un peu les questions de liberté. C'est constant. Vous prenez les informations que nous avons à l'international sur la liberté de presse. Mais le dernier rapport d'Amnesty International local par rapport aux questions de liberté de presse, le rapport est clair par rapport à la fermeture des radios, par rapport au brouillage des radios, par rapport au refus à une certaine télévision d'émettre sur le territoire national. Toutes ces questions, c'est des questions qui nécessitent des réflexions poussées par rapport à où on était. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui? Est-ce que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui est l'avancée ou c'est un recul? Parce qu'en droit de l'homme, il y a les droits acquis. En droit de l'homme, il y a ce que nous avons. Ce que nous avons, on ne peut pas le retirer aussi facilement. Il faut beaucoup plus accroître le droit de l'intéressé. Mais si déjà nous avons une vision qui permet de reprendre encore ce qui est déjà constant dans la tête des Béninois, mais c'est difficile. C'est pour ça que vous avez cette réaction, cette volonté de dire non, on ne supporterait pas ça, et qui sont des positions que nous observons. Et quels sont les acquis? Parce que les acquis, oui, les acquis. On parle beaucoup plus des défis. Non, les acquis qui existent, c'est que nous sommes citoyens béninois et que malgré tout, le débat se fait. Malgré tout, le débat se fait. Et ça, je veux le dire, le débat se fait par ceux qui pensent qu'ils sont un peu courageux, qui n'ont peur de rien et qui peuvent parler. Sinon, la plupart du temps, l'environnement, lorsque tu sors pour aller parler, on te dit « Ah, toi aussi, on va t'arrêter ». C'est la pratique. Vous-même, journaliste, on vous dit « Attention », ou bien ce que je dis, c'est faux. On vous dit « Ah, il y a des questions sur lesquelles il ne faut pas parler, mon fils », etc. Mais lorsqu'un environnement comme ça naît, ce n'est pas normal, puisque ce n'est pas des positions qu'on a connues, c'est des positions de la loi fondamentale qui pourchassait les ennemis en interne, ça. C'est la loi fondamentale et ça a échoué. Tout le monde sait que ça a échoué et que nous avons fait notre culture. Donc, on doit aller plus loin par rapport à ça. Donc, dans les droits de la première catégorie, il y a des difficultés. Mais les droits existent. Le droit d'élire, quel que soit ce qui va se faire, on va faire une élection. L'essentiel pour nous, c'est que l'élection soit aussi transparente et que ce que les citoyens ont dit puisse revenir comme résultat. Ça aussi, les droits de l'homme, les défenseurs des droits de l'homme, les personnes qui sont dans cette catégorie de droits, ils vont faire leur travail
pour attirer l'attention. Après, vous avez les droits de la deuxième catégorie, c'est les droits socio-économiques, c'est les droits culturels, c'est ceux-là qui abordent les questions. On appelle même ça, en matière de droits de l'homme, on appelle même ça quelquefois les droits de créance. Là, l'État doit mettre en œuvre un certain nombre de choses pour les réussir. Vous avez le droit au bien-être, vous avez le droit à l'éducation, vous avez le droit à la santé physique, vous avez le droit à la syndicalisation, vous avez le droit à la culture, le droit au repos, le droit au loisir. Tous ces droits-là, c'est les droits économiques, sociaux et culturels. Vous avez les droits de solidarité. Et sur ces droits de solidarité qui sont les droits de la troisième catégorie, le droit à la paix, le droit au développement, à un environnement sain, à un patrimoine commun de l'humanité, tous ces droits-là aussi sont catégorisés et qu'on les appelle les droits de solidarité. La quatrième catégorie, pour en parler rapidement, c'est les droits des personnes vulnérables. Les droits des personnes vulnérables, c'est le droit des personnes qui portent des handicaps, des personnes qui ont un problème de santé physique, le droit à la protection, comme toute forme de discrimination, la discrimination contre les femmes, tout ça, c'est les droits des personnes vulnérables qu'il faut protéger. Les enfants, par exemple, ils sont des personnes vulnérables, on doit les protéger. Et donc, voilà les 4 grandes catégories de ces droits-là, qui sont les droits de l'homme que nous suivons. Maintenant, depuis 1999, les Nations Unies ont conforté un nouveau droit de l'homme et qui est un droit aussi fondamental et qui est passé donc de droit simple à un droit fondamental, c'est le droit à l'eau. Le droit à l'eau. C'est un droit de l'homme, oui, un droit de l'homme aujourd'hui et ça fait partie des chantiers des défenseurs des droits de l'homme. Aujourd'hui, depuis 1999, les Nations Unies ont fait de ce droit à l'eau potable, l'eau saine, comme un droit fondamental. L'homme doit avoir de l'eau. C'est ça. L'eau potable est en quantité suffisante. Voilà. Donc, oui. Il y a des acquis, il y a encore des défis. Nous allons revenir tout à l'heure sur les perspectives. Vous parliez de la justice quand vous évoquez la question liée au droit. Et ça nous amène à aborder cette question d'actualité, justement, à la condamnation de l'homme d'affaires et acteur politique Sébastien Adjavon. Nous avons suivi cette semaine les cris de détresse ou de cœur du collègue des avocats de M. Adjavon. On va peut-être d'abord regarder justement cela avant de revenir et voir un peu où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui cloche, que faut-il corriger et comment mieux avancer. Je dois vous dire que ce qui vient de se passer devant cette juridiction est en soi inadmissible pour l'avocat que je suis. Ça fait 34 ans que je suis avocat et je n'ai jamais eu à vivre une telle situation. La Cour, dans sa sagesse, avec une certitude que l'on n'imagine pas, considère qu'alors qu'un homme a déjà été relaxé pour des faits pour lesquels il est à nouveau renvoyé devant une juridiction, cet homme ne peut être représenté par ses avocats. Monsieur Sébastien Adjavon a fait le choix d'une défense collégiale. 7 avocats béninois, un avocat de Côte d'Ivoire et 2 avocats français, mon fils ici présent et moi-même. Mais la Cour considère que nous n'avons pas à prendre la parole, car le seul intérêt que la Cour voulait obtenir, c'était la présence physique de l'homme qui est renvoyé devant eux. Or, le droit international, les règles élémentaires du droit, les droits de l'homme, les principes régissant les droits de la défense permettent sans aucune contestation qu'un homme puisse être représenté par ses avocats. Sauf peut-être au Bénin, sauf peut-être devant cette cour de répression qui a été créée le 27 août 2018 et qui semble prendre des dispositions tout à fait personnelles dans l'analyse du code de procédure pénale, béninois. Alors, quand on écoute cet avocat, il revient régulièrement sur le fait qu'il y a des questions de droits de l'homme qui sont bafouées dans ce dossier. Est-ce vrai et comment? C'est des questions qui sont difficiles à aborder. Si on est défenseur des droits humains, on doit prendre beaucoup de précautions. Premièrement, il est difficile de se prononcer sur la question, en tout cas en l'état actuel de la procédure, parce que si vous lisez le code de procédure pénale, on dit
que l'instruction est secrète et que les dossiers qui font l'objet de discussions, les dossiers qui font l'objet de procédures ne doivent pas avoir des débats. Pour le respect que nous avons pour nos lois, un bon défenseur des droits humains ne devrait, à mon avis, prendre des positions telles que ça se fait. Parce que c'est un débat juridique qui se fait. Les questions qui se posent là, c'est des questions de débat juridique. Et si vous suivez bien la procédure, les possibilités sont offertes à l'interne comme à l'international de poser des questions de principe de droit. Et donc, il est difficile à l'état actuel où une partie pense qu'il a été brimé et que la procédure est en cours de commencer à en parler. On s'en tient à la condamnation pour le moment? Pour l'instant, il y a des possibilités offertes à ces gens-là de s'exprimer. Parce que lorsque vous lisez la loi sur la création de la Cour, qui reste une loi de débat aujourd'hui. Votée à l'Assemblée nationale? Oui, c'est une loi de débat. Une loi que personnellement, moi, j'ai engagé la procédure de pouvoir discuter cette loi-là, à l'interne comme à l'externe. C'est la question de la légitimité des lois et de cette loi, notamment, qui institue cette Cour à l'Assemblée nationale, qui est au cœur du débat. Non, c'est-à-dire que le problème qui se pose, c'est que le Bénin... député légifère. Oui, le Bénin, toujours, je l'ai déjà dit ici, le Bénin n'est pas seul. Le Bénin a ratifié des instruments. Vous prenez par exemple le pacte international des droits civils et politiques, dont le Bénin a ratifié, ne permet pas, par exemple, je crois à l'article 19.3, je crois bien, qu'on n'ait pas une juridiction qui ne permette pas de faire appel. On a signé cette convention-là. Est-ce que cette convention-là est appliquée dans le cadre de la loi? C'est une question que je me pose. Et je dis, sur la question... Le Bénin est en train de faire cavalier seul, c'est ça? Sur la question, moi, je suis convaincu que je vais quereller les juridictions. Je vais quereller la Cour constitutionnelle, d'ailleurs c'est fait, sur l'application du pacte international par rapport à cette loi. La Cour me dira ce qu'il faut. Et si je ne suis pas satisfait, j'irai au comité des droits de l'homme qui gère la pacte, qui gère cet instrument-là pour me dire si le Bénin peut prendre cette loi-là qui ne permet pas de faire appel. Moi, c'est des questions de principe pour moi. C'est une cour d'exception, comme cela a été le cas au Sénégal avec mais lorsque tu prends CREI. Oui, mais lorsque tu prends la loi... lorsque tu prends la loi sénégalaise, mais les Sénégalais ont très bien dit ce que cette cour va faire. Au Sénégal, c'est bien, vous l'avez dit, c'est CREI, cour de répression de l'enrichissement illicite. Ça voudrait dire que c'est une infraction qui a été ciblée. Une infraction enrichissement illicite qui a été ciblée. Et donc, on veut réprimer cette infraction. Le champ de la Cour est bien limité. Regardez, le cas est bien défini. Regardez le cas béninois. On parle de crime économique, délit et crime économique. Délit et crime économique, aujourd'hui, c'est ouvert. C'est ouvert de telle sorte que la loi même n'a pas eu à nous fixer ce qu'il met dans délit et crime économique. Conséquence, j'ai appris par les réseaux sociaux ou par la presse que même les personnes qui sont au péage ont fait l'objet de procédures devant cette cour. Alors, lorsque c'est comme ça... Nous sommes dans un fourre-tout? Non, je ne sais pas, mais je pose la question. Je pose la question pour savoir, mais comment on peut légiférer pour ouvrir une infraction en droit pénal? En droit pénal, il est dit que c'est d'interprétation stricte. Donc, on ne biaise pas parce que c'est la personne humaine qui est en jeu là. C'est la vie des personnes humaines qui est en jeu. Donc, je dis que c'est des questions ouvertes. Mais quant au procès, tout ce qui se dit, c'est les gens ont la possibilité de poser le problème parce qu'il y a des questions de droit qui ont été soulevées. Alors, là. M. Adiavon, qui demande l'asile politique en France pour le fait que ces droits ne sont pas respectés au pays, est-il dans ce droit-là? Est-ce que la situation est si criarde? Mais moi, je ne suis pas président Adiavon, je ne sais pas Vous si défendez les droits de l'homme. Les droits de l'homme. Voilà un homme, non, monsieur. Voilà les droits de l'homme. Les droits de l'homme. Prince Abouyan, oui, pardon. les droits de l'homme permettent que si tu es menacé,
Si tu te sens menacé, tu demandes asile. C'est prévu. C'est prévu dans les conventions internationales. Et donc, n'importe qui ne peut pas se lever et dire je suis menacé. Il y oui, a mais quand même des textes qui régissent tout non, cela. il peut le dire. Il peut aller dans un pays et le dire. Mais c'est au pays, à la lumière des pièces qu'il donne comme élément, l'accepte ou pas. C'est comme ça. Il exercera ce droit-là si la France estime, si c'est en France qu'il demande l'asile, si la France estime que les éléments qu'il apporte sont suffisamment intéressants, sont suffisamment justifiés, la France va lui accorder ou non cette possibilité. Mais c'est un droit qui lui a été accordé. Je pense que dans la démocratie, dans les droits de l'homme, dans les libertés publiques, on ne peut pas empêcher. Les gens sont libres de dire, de faire, quitte à ce que le fonctionnement puisse permettre de dire qui a raison, qui n'a pas raison. Si le fonctionnement ne permet pas de dire qui a raison, qui n'a pas raison, c'est que les gens se trouvent d'autres chemins pour pouvoir s'exprimer. À quel moment de la procédure, vous me permettez, le défenseur des droits de l'homme que vous êtes peut réagir? Nous, par exemple, ce dossier, par exemple. nous pouvons, les défenseurs des droits de l'homme peuvent apparaître pour dire, nous avons un instrument que vous avez voté, qui est ratifié, qui est publié. Votre loi viole cet instrument. Dites-nous pourquoi vous avez fait ça. Ça se limite là. Et donc, si les défenseurs veulent se prononcer sur le cas en place, sans pouvoir violer les règles de procédure, parce que le défenseur ne parle pas au hasard, le défenseur ne dit pas ce qu'il pense, ce n'est pas un anarchiste. Il est aussi cadré par les lois de la République. Il pose le problème selon les limites que la loi lui a données. Donc, c'est souvent des instruments, c'est souvent sur les instruments, c'est souvent sur les actes que pose le gouvernement que le défenseur va s'asseoir pour dire « moi je pense, nous pensons à la lumière de telle chose que ça ne devait pas se faire ». Et le gouvernement, si le gouvernement bien comprend, il rectifie. D'ailleurs, si vous avez vu la bataille qui a eu lieu au Sénégal sur la CREI, aujourd'hui, la bataille qui a eu lieu, défenseurs des droits humains, ordre des avocats, partout, ils se sont levés contre cette loi-là. Aujourd'hui, le gouvernement sénégalais a dit qu'ils vont revoir la loi. A dit qu'ils vont revoir la loi. Quelques questions de citoyens, rapidement. Nous sommes tendons vers la fin de cette émission. Le temps passe très, très vite. Alors, Émile Gandoto qui demande comment vous expliquez le comportement du président de l'Assemblée nationale et de la Cour constitutionnelle que le peuple semble connaître en matière de droit, mais qui ne réagissent pas face à certaines décisions qui semblent violer la Constitution. Je crois qu'il y a des sachants, veut-il dire ce citoyen, qui sont à la tête de ces institutions. Comment comprendre que des sachants soient à la tête des institutions et que ces questions se posent encore? C'est toujours, si on se prononce, c'est toujours sur des présomptions. On risque de préjuger de la personne. On risque, mais ce qui est constant, c'est que notre Parlement, Assemblée nationale aujourd'hui, est dirigé par quelqu'un qui a fait les frais des droits de l'homme. Le président Roumbédi a souffert de la violation des droits de l'homme. Et donc, si aujourd'hui, on a tendance à penser que au cours de sa direction, on sent des velléités de loi qui remettent en cause les acquis des droits de l'homme, le citoyen peut s'inquiéter. Le citoyen peut poser des questions. Je crois que c'est les questions qui sont posées. Et ça permet à nos dirigeants, surtout ceux qui ont été pour nous des modèles en matière de démocratie, parce que c'est des anciens qui sont restés encore dans le système, c'est à eux de se demander, mais qu'est-ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui? Est-ce que ça cadre avec la réalité aujourd'hui? Voilà. Ça, c'est des miroirs qui peuvent s'ouvrir eux-mêmes et ils doivent pouvoir y répondre. De toutes les façons, s'ils n'y répondent pas, les peuples vont répondre à leur place. Une dernière question ou série de questions de Olga Sodedi. Alors, il voudrait bien savoir si la nouvelle cour, si cette nouvelle cour, je crois qu'on parle de la criette là, est reconnue par la Constitution. Si oui, en quel article? Sinon, quelles sont les conditions de création de nouvelles instances juridiques dans une république? Vous avez compris la question? Oui, c'est l'Assemblée nationale qui crée les cours et les juridictions. Ça relève de la Constitution. Et dès lors que l'Assemblée a voté et que la Cour a trouvé que c'est conforme, eh bien, c'est déjà
institutionnalisé comme une charpente de notre système. Mais ça n'empêcherait pas de discuter, de prouver. Moi, je dis que la loi sur la Cour de répression des délits et infractions économiques, terrorisme et tout ce qu'on y a mis sera éprouvée. Des questions que vous je vais poser les questions à qui de droit pour avoir les réponses appropriées. Où en sommes-nous avec la constitution, on doit dire, de la Commission béninoise des droits de l'homme? Vous serez, quand cette commission sera mise sur pied, l'un des commissaires, c'est l'expression, oui. Des commissaires, où est-ce qu'on en est? Il y a eu des votes au niveau de chaque corps de métier, si on peut le dire comme ça, la société civile, récemment les défenseurs des droits de l'homme, il y a eu les syndicalistes, il y a les juristes, il y a des magistrats, etc. Tout ça. Où est-ce qu'on en est? Vous savez, la loi portant création de la Commission béninoise des droits de l'homme a été 2012. Ça a été promulgué en 2013. 15 février 2013. Donc vous voyez le temps. Voté en 2012, oui, oui. Voilà. Ça a été promulgué. C'est une loi de 2012, mais qui a été promulguée avec tous les retours en février 2013. Oui. Et si vous lisez le rapport du groupe de travail sur l'examen périodique universel, le rapport du Bénin. On ne va pas pouvoir aller dans les détails. Oui, vous allez voir que plusieurs pays, les nombreux pays qui ont formulé des recommandations, il y a eu plusieurs recommandations par rapport à la mise en place de la commission. Et nous traînons encore. Oui, mais maintenant, je crois qu'il y a suffisamment d'évolution par rapport à la question, puisque si je suis un peu ce qui se passe, vous l'avez déjà dit que je semble être commissaire au niveau de cette commission, c'est vrai, puisque j'ai été désigné par mes pairs au niveau de l'organe dans lequel je suis. Cette commission fait son chemin. Je crois que les personnes qui sont identifiées, en tout cas les 11 commissaires sont connus. Et pour les dernières informations que nous avons, c'est que le gouvernement, parce qu'ils sont désignés maintenant les 11, mais il faut les nommer. Il faut que le gouvernement prenne l'acte de nomination et c'est après le décret de nomination qu'ils iront prêter serment devant la Cour constitutionnelle et c'est après la prestation de serment devant la Cour constitutionnelle qui vont commencer à travailler. Donc nous espérons que les choses vont bien se passer pour que le Bénin puisse se doter enfin de sa commission béninoise. On va reparler de cela parce que là, il faut un président pour la commission. Ouais, pourquoi les Béninois aiment toujours trouver les présidents, les bureaux? Non, c'est ce que disent les tests. Oui, mais il y a 11 commissaires. Les 11 ne seront pas les 11 tous, commissaires. présidents. Dans les 11 commissaires, probablement, on trouvera quelqu'un qui aura les vertus de ce que nous avons choisi de faire au niveau de cette commission. Vous avez cette ambition? Pourquoi vous voulez que, avant même qu'on me nomme, je commence à dire mes ambitions? Vous voulez... Non. On n'est pas encore... Quand on était en classe, on demande qui seront les responsables. Et quand il n'y a personne, on dit, bon, on désigne. Oui, chez nous, on n'est même pas encore nommé. Voilà. On est encore à la phase de désignation. Et il va falloir qu'on nomme, qu'on se regarde et qu'on voit ceux qui, par rapport aux tests que nous avons, ceux qui ont le profil d'assumer cette responsabilité. Et en bonne conscience, chacun prendra ses responsabilités pour que nous ayons une commission qui soit à la hauteur. Parce que en international, la commission, il ne suffit pas d'installer une commission. Il faut installer une commission en tenant compte des principes de Paris. Et les principes de Paris, c'est les questions d'indépendance, c'est les questions d'indépendance surtout de la commission. Et donc, pour que votre commission soit crédible, il va falloir que cette commission ait des repères qui permettent d'assurer son indépendance. Et c'est un peu sur ces questions-là qu'avec les 10 autres commissaires, nous allons travailler pour que le Bénin puisse vraiment avoir une commission à l'image des principes de Paris. On travaille de longue haleine, en somme, avec beaucoup de combats pour qu'on arrive à l'institutionnalisation, c'est ça? Oui, à l'installation de cette commission. Un comité dirigé par le vice-président de l'Assemblée nationale travaille sur le dossier. La dernière étape, vous l'avez dit, après nomination. Après désignation, il y aura nomination. Après la nomination, prestation des serments au niveau de la Cour constitutionnelle et puis
l'installation et On puis va le fonctionnement. Revenir spécifiquement sur la Commission béninoise des droits de l'homme. On parlera de son fonctionnement, de quels sont les dossiers qu'elle va connaître. On verra tout cela au cours d'une autre émission. Et peut-être que c'est vous qui serez dans ce fauteuil pour en parler. Pourquoi pas? Merci beaucoup à vous. Tant que les commissaires n'ont pas encore été installés et que la structure n'est pas mise en place, si vous m'invitez, je viendrai. Mais dès lors que la commission serait mise en place, ce serait un représentant de la commission désigné qui pourrait passer faire le débat. Exactement. Merci beaucoup à vous, Serge Prince Agbodjan, juriste activiste. Vous êtes le président de la coalition des défenseurs des droits humains du Bénin. Au cours de cette émission, on a parlé du respect des droits de l'homme, aussi bien au Bénin que dans le monde. On n'a pas la prétention d'avoir abordé tous les aspects. On reviendra là-dessus.